Bien dans son job, avec Sagid Talentsoft, la solution intégrée de gestion des talents. Bien dans son job. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui vous concerne tous et qui nous concerne tous. Parler en public, avec la question évidemment angoissante des peurs et puis de l'envie d'être le plus performant, le plus convaincant. On en parle avec Amélie Blancard. Bonjour Amélie. Bonjour. On est ravis de vous accueillir parce que vous avez une double actualité. Vous êtes d'abord la fondatrice et la CEO du bureau 121. Et puis vous sortez un livre justement qui est au cœur de ce sujet, Votre parole vaut de l'or, 25 règles pour convaincre, sorti chez Plomb. Je précise, c'est important quand même pour ceux qui nous regardent de savoir de quelle fenêtre, de quel endroit vous parlez. Vous avez été la plume, vous avez écrit des discours pour des personnalités du monde de l'économie, Carlos Ghosn, Serge Papin. Il fallait écrire, et puis ensuite il fallait évidemment donner vie à tout cela. Vous êtes agrégée normalienne et vous avez créé cette entreprise. D'abord, un petit mot avant de parler de votre livre. Bureau 121, c'est quoi? Ça veut dire quoi? En fait, Bureau 121, c'est déjà un nom qui réhabilite le bureau. J'adore l'histoire du mot bureau parce que le bureau, au départ, c'est un tissu, c'est la toile de Bure. Et le tissu et le texte, c'est la même étymologie. Et c'est le tissu qu'on pose sur une table sur laquelle on écrit. Et ce tissu est devenu un meuble. Et ce meuble lui-même est devenu une pièce qui est devenue un ensemble de pièces où on travaille. Voilà, un immeuble. Donc, immeuble de bureau. Le bureau, pour moi, c'est un endroit où on se parle. 121. Et alors 121, en fait, en anglais, c'est one-to-one, c'est un face-à-face, parce que quand les Anglais demandent un coaching, ils demandent un 121, un one-to-one. D'où l'idée de bureau one-to-one ou bureau 121. Alors tournons-nous vers votre livre, Votre parole vaut de l'or. Alors vous démarrez le livre en expliquant que les écrits restent, les paroles s'envolent, mais vous dites attention, c'est pas si simple, parce qu'aujourd'hui, évidemment, dans le monde de l'entreprise notamment, dans le monde de la politique aussi, on est en permanence confronté à la prise de parole et à des mots qui sont auscultés, disséqués par Twitter, par les réseaux sociaux. D'abord, un premier mot qui est essentiel. Pourquoi vous avez choisi d'écrire un livre, vous qui aimez d'abord les mots et l'écrit, et vous allez nous donner des conseils sur les règles, les 25 règles pour être convaincant. Pourquoi avoir choisi de l'écrire, ce livre ? Vous avez raison, ça aurait pu être finalement un podcast et l'un n'exclut pas l'autre. Ce sera sûrement la suite de l'aventure, mais déjà, je pense que mettre des mots sur les choses, ça passe par l'écrit. Par ailleurs, vous avez cité ce proverbe latin, les mots, enfin les écrits restent et les paroles s'envolent. Prévert jouait sur l'inverse, il disait que les écrits s'envolaient et que les paroles restaient. Donc oui, les paroles comptent. Et oui, il faut, je pense, parfois accoucher d'une pensée par écrit parce que, effectivement, ça rend les choses plus accessibles aussi. Et puis moi, j'aime l'objet livre. Je suis née avec les livres, j'ai une bibliothèque immense, donc l'objet livre me parle. L'éloquence, c'est quoi à travers vous, à travers les personnages que vous avez rencontrés, que vous avez accompagnés, et les dirigeants que vous accompagnez aujourd'hui? Quand est-ce qu'on dit que quelqu'un est éloquent? Parce que c'est toujours un peu subjectif, ça nous traverse. C'est quoi l'éloquence? Il y a plusieurs définitions possibles. Stricto sensu, c'est l'art de bien parler. Si j'allais plus loin, c'est l'art aujourd'hui d'intéresser quelqu'un et de toucher son émotion. Et la finalité de l'éloquence, pour moi, c'est l'action. C'est-à-dire qu'une parole n'a de sens que si elle a un contenu fort. Elle est aussi une affaire de forme, hein, on pourra y revenir, mais c'est surtout si elle se traduit en actes. Sinon, c'est une parole vide, et pour moi, c'est pas de l'éloquence, c'est du vent. Prolongé donc dans le réel et dans le concret. Exactement. Sinon, c'est quoi? C'est bullshit, ou c'est du greenwashing, ou c'est une forme de mensonge? On joue avec les mots, c'est du sophisme. Oui, c'est du sophisme. Alors, il peut y avoir de l'éloquence et de la manipulation, hein, ça existe, on en connaît beaucoup, mais évidemment, la parole creuse, c'est une parole qui ne marque pas. Et il est facile de parler sans être entendu, il est plus difficile de capter l'attention, surtout dans un monde de surinformation comme aujourd'hui. Alors, c'est un livre extrêmement érudit, parce que vous partez de l'Antiquité, vous vous appuyez sur un nombre incalculable de philosophes, de références pour nous dire, mais vous voyez, tout part de là, il y a si longtemps, pour bâtir votre raisonnement. Puis à la fin de ce livre, à la fin de chaque chapitre, il y a des petits encadrés, comme on pourrait dire dans le journalisme, avec une citation et une seule, et puis vous donnez un dernier conseil qui permet au lecteur, une fois qu'il s'est nourri de votre livre, de se dire, bon ben voilà, là j'ai une citation et une seule, communiquer c'est choisir, dit le proverbe. C'est vrai, communiquer c'est choisir? Oui, communiquer c'est choisir. Alors pourquoi je l'ai écrit comme ça? C'est parce que d'abord je voulais un livre qui soit plaisant, qui soit à vos souhaits, Merci. qui soit divertissant. Je pense que
il y a plein de façons d'aborder l'éloquence. Ça peut être très érudit et très théorique. Je voulais quelque chose de pratique qui, en même temps, soit nourri de culture. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on n'a rien inventé. Comme beaucoup de sciences, qui est en l'occurrence la science de s'exprimer, ça remonte à l'Antiquité. Et ce qui est amusant, c'est l'histoire de l'éloquence. Parce qu'on peut soit la dater de la naissance de la démocratie, qui permet donc à tout un chacun de s'exprimer. Soit l'agora, on s'exprimait. Oui, absolument. Et en fait, on peut aussi remonter un peu plus tôt, au VIe siècle avant Jésus-Christ. L'éloquence est née de l'absence d'avocats. C'est né très précisément à Syracuse, qui se situe en Italie et qui à l'époque était une colonie grecque. Et là, il n'y avait pas d'avocats. Et à un moment, des citoyens se sont fait voler leurs biens et pour se défendre, un certain Corax leur a donné les moyens de parler en leur disant « la parole, c'est le plus grand des pouvoirs ». Et on le voit aujourd'hui, aussi bien en politique que en économie, la parole, c'est un pouvoir extraordinaire. Sans basculer sur des personnages qui aujourd'hui occupent l'actualité, je pense à Zelensky qui occupe les réseaux sociaux, qui s'exprime face caméra en plan serré et qui nous regarde dans les yeux. Dans les dirigeants, peut-être ceux que vous accompagnez et ceux que vous observez, quels sont ceux dont vous diriez qu'ils sont éloquents? Parce que c'est vrai qu'on a des images. On a Steve Jobs qui est sur scène, habillé en jeans, très détendu. On a Xavier Niels qui avait fait cette espèce de grande conférence pour parler des chiffres de son entreprise, tout seul avec un casque micro. Vous les considérez comme des personnages éloquents? Oui, absolument. Ce sont des maîtres du show. Si on prend là Xavier Niels et si on prend Steve Jobs est particulièrement doué dans l'art de faire simple, dans l'art de la mise en scène, avec effectivement un look qui lui appartient. Très épuré, oui. Très épuré. Et aussi, la force de Steve Jobs, c'était la narration. Je ne sais pas si vous vous souvenez ou si vous avez connaissance de ce fameux discours à Stanford. 2005. Exactement. Incroyable. Extraordinaire. Et ce discours, il n'a pas pris une ride. Pourquoi ? Parce qu'il nous raconte une histoire. Sa vie, d'ailleurs. Exactement. Et ce qui est intéressant d'ailleurs par rapport à cette idée de l'éloquence d'un chef d'entreprise, c'est qu'il ose parler de lui et en même temps il est universel. Le conseil que vous donnez dans votre livre, il y a des conseils, il y en a 25, des règles précises pour convaincre, mais vous dites quelque chose que je trouve essentiel et qu'il faut entendre, c'est que parler à la télévision, parler sur une tribune politique, parler au plus grand nombre, ce n'est pas s'exprimer comme dans un dîner en ville ou au café. Ça demande une très grosse préparation. Oui. Expliquez-nous. Ça demande une très grosse préparation parce que vous l'avez dit, le public n'est pas le même. Le public, c'est l'alpha et l'oméga d'un discours réussi. La première question à se poser pour un discours, quel que soit le discours, que ce soit un discours d'assemblée générale, un discours d'enterrement, un discours comme une conversation avec vous, c'est à qui je parle. Quel est mon public ? Évidemment. Et ça va déterminer votre angle et ça va déterminer votre façon de parler. Ça ne veut pas dire que nous sommes des girouettes qui nous transformons sans jamais avoir une personnalité. Non, ça veut dire simplement qu'il faut avoir ce que j'appelle l'intelligence de la situation. Donc la première clé, c'est évidemment de se préparer et c'est de se poser la question de qui est mon public. Et à partir de là, tout peut découler de cette question initiale. Mais sans cette question initiale, on n'a pas la réponse, à mon avis. Juste ce paradoxe, et finalement, à travers votre livre, vous le soulevez, parce que je leur dis, vous venez de l'écrit, vous venez du savoir, vous venez du livre, de l'étude, et vous nous parlez de l'oral. Oui. On a aujourd'hui des chefs d'entreprise, même des dirigeants finalement, qui ont fait souvent de brillantes études, mais qui sont dans des angoisses existentielles totales lorsqu'il est question de s'exprimer en public. Ça semble paradoxal ? Ou pas d'ailleurs ? Alors, eux qui viennent de l'écrit finalement. Ça semble paradoxal vu de l'extérieur. On a du mal à imaginer qu'un très grand chef d'entreprise, homme ou femme, qui est arrivé à ce niveau de responsabilité, puisse avoir peur. Moi, je crois au contraire que la peur est un bien universellement partagé. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec votre niveau d'études ni votre niveau de responsabilité. L'éloquence, c'est autre chose. C'est l'art d'oser. Et on peut être extrêmement capable à bien des égards sans pour autant être à l'aise avec le fait de parler en public. Se mettre à nu, ça n'est facile pour personne. Et ne croyez jamais quelqu'un qui vous dit « je n'ai pas préparé » lorsqu'il réussit. C'est faux. Ça se travaille et les plus grands orateurs sont ceux qui travaillent. C'est ce que je montre dans le livre. Tout le monde travaille. De Gaulle travaillait énormément. Beaucoup. Il répétait sans cesse ses discours au point d'annuler des rendez-vous importants. Il apprenait par cœur. Il était mal à l'aise avec son physique. Il qualifiait lui-même de gothique. Donc on ne peut pas imaginer que quelqu'un d'une telle aura, d'un tel charisme ait eu peur et ait eu des doutes sur lui-même. Mais en réalité, si, évidemment. Chaque personnalité a ses gris-gris. Oui. Il y a quand même ce conseil de s'isoler, c'est-à-dire de pouvoir, avant de prendre la parole, j'allais presque dire sacraliser le moment, de se dire je prends la parole. Oui.
Et il ne faut pas que je me disperse à serrer des mains, à perdre de l'énergie. Il faut que je puisse m'isoler. Est-ce que ça, vous le confirmez, je dirais, dans des conseils un peu pratiques? Est-ce que c'est essentiel? C'est essentiel. Vous avez complètement raison. C'est essentiel. Pourquoi? Parce qu'il faut passer par un sas pour pouvoir justement se rappeler dans sa tête le message essentiel qu'on va transmettre, être clair, ne pas perdre ses moyens. Donc on a besoin de ce temps-là. Ce temps-là, il peut durer 3 minutes, il peut durer une demi-heure, il peut durer une matinée entière. Peu importe ce temps-là, c'est vous qui êtes le maître d'orchestre, le chef d'orchestre. C'est vous qui savez combien de temps il vous faut. Et l'important, c'est de savoir comment on se prépare pour être bien dans sa peau. Vous avez dit bien dans son job. Pour parler, il faut être bien dans sa peau et bien préparé. Vous allez, j'imagine, continuer à exprimer à travers les médias ce livre. Vous diriez quoi aujourd'hui aux décideurs qui nous regardent? Justement, je pense que ce sont les décideurs qui nous regardent, chefs d'entreprise, DRH. Oser prendre la parole, parce que là, on a évoqué le sujet, les choses sont réglées, on prend la parole. Mais il y a un grand débat chez beaucoup de femmes et d'hommes, c'est: est-ce que j'ai le droit de prendre la parole? Est-ce que j'ose le faire? Ça, c'est un sujet aussi très psy, finalement. Oui, bien sûr, c'est un vrai sujet. Alors, évidemment, je dirais aux chefs d'entreprise qui nous regardent et à tous les autres, oui, il faut oser. Il y a un des chapitres qui s'appelle « Ne soyez pas trop français, osez ». Je pense que... À l'américaine. À l'américaine. Oui, on prend la parole. Exactement. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut devenir un maître du show comme l'était Steve Jobs en le plagiant. Chacun son style. Il faut se trouver. Il faut trouver sa voie. Et on n'est jamais bon quand on est un imitateur. En revanche, je crois qu'il faut s'inspirer des plus grands. Et c'est aussi le but de ce livre que de donner des conseils issus d'une réalité concrète, comme la préparation d'un Churchill. Donc de voir ce qui se passe dans les coulisses, en fait. C'est ça dont on parle. Donc oui, je dirais oser. Je dirais aussi parler à bon escient. Parce qu'il ne s'agit pas de parler à tort et à travers. Un chef d'entreprise doit avoir une parole qui est comment dire, choisi, millimétré, qui est millimétré. Ouais. Il vaut mieux moins parler et mieux parler. Et par ailleurs, c'est l'art de faire court. Tout l'enjeu aujourd'hui, c'est l'art de la synthèse, l'art de la clarté et l'art de rendre son propos accessible à tous. Et si je résume votre pensée peut-être, c'est aussi l'art de fendre l'armure à certains moments. Oui, il faut oser parler. De parler avec son cœur. Oui, il faut oser parler avec son cœur, comme le fait Steve Jobs, comme le fait un Stanislas Nyok-Chatto, qui est un ancien bègue et qui est l'auteur de cette réussite incroyable qui est Doctolib et qui ose dire « moi j'ai eu du mal ». Et je pense que ce genre de cas, d'exemple, nous donne envie de croire que c'est possible. Et là, il n'y a pas de secret, c'est le travail. Donc ça se travaille, l'éloquence s'apprend. C'est important de le redire. Hein. Oui, parler en public, prendre la parole dans des moments importants, doit être impérativement préparé. Sinon, il y a quand même une zone de risque, quand même, il faut le reconnaître. Oui, de toute façon. De danger, en tout cas. De toute façon, nous vivons au quotidien l'imprévu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout à coup, là, il peut y avoir une coupure d'électricité. Vous pouvez, à un moment, oublier une idée. Je peux éternuer. Vous pouvez éternuer, exactement. Et la question, c'est comment je m'adapte à cet imprévu et comment j'en fais quelque chose. Il arrive, par exemple, que dans vous savez, ces réunions qu'on voit de plus en plus, en réunions hybrides ou à distance, il y a un problème technique. Bah, évidemment, ça fait partie du quotidien. Donc, c'est comment je gère ça. Et pour être à l'aise, il faut préparer. En fait, on se prépare pour être bien, parce qu'ensuite, on va pouvoir soit improviser... Créer un espace dans lequel on sera bien. Exactement. Et ne pas être trop étriqué. Exactement. Et comme l'enjeu, c'est le dialogue, il faut absolument se préparer, puisqu'il faut être attentif au moment où on parle à l'autre. C'est comme ça qu'on arrive à convaincre. Merci, Émilie Blanquart. On ne prononce pas le T. Non. On est d'accord? Non, c'est un nom flamand et AERT ça se prononce A. Blanquart, votre parole vaut de l'or. 25 règles pour convaincre chez Plon. Ruez-vous sur ce livre parce qu'il est à la fois très érudit et vous donnera aussi, au-delà de son érudition, des conseils extrêmement pratiques pour pouvoir peut-être surmonter vos appréhensions, vos peurs, parce qu'il est question de peur. Merci d'être venu sur notre plateau. Vous êtes à la tête du bureau 121. J'ai appris donc le one-to-one, le coaching face à face. Merci, c'est un vrai plaisir de vous accueillir. Tout de suite, c'est la pause café. Bah oui, on fait des pauses café dans les bureaux, évidemment. Et on accueille Caroline Ricross.